Jour première, François Heureux. Falco est un épagneul abandonné par sa maîtresse, devenu chien errant. Il parle plusieurs langages, mais il s'exprime en hominidien, sinon le lecteur ne le comprendrait pas. Et en plus, je le cite, dans le canidien, les variantes sont parfois si grandes qu'un caniche ne truffe pas une virgule aux os canidiens d'un de ses congénères. Falco, c'est le narrateur du nouveau roman de Véronique Bergen, roman politique, écologique, apocalyptique, intitulé « Tous doivent être sauvés ou aucun », paru aux éditions On Lit. Bonjour Véronique Bergen. Votre roman, on l'a dit, débute par un abandon. Votre narrateur se fait larguer par ses maîtres qui le laissent sur le bitume. Et ça déclenche chez lui des aptitudes psychopompes. Il entend les voix, les témoignages de chiens célèbres. Pourquoi est-ce que vous avez voulu décrire l'humanité à travers le regard de chien, d'un chien ou de plusieurs chiens ? Mais j'ai voulu effectivement décentrer le point de vue humain, faire une espèce d'approche désanthropologique pour, un peu comme les lettres persanes de Montesquieu, porter un regard sur certaines séquences historiques, sur certaines habitudes humaines, sur une certaine évolution humaine, à partir d'un règne, j'ai pris les chiens, mais ça peut être le règne animal en tant que tel qui a quand même été sacrifié au nom du progrès, puisque je parle des chiens qui ont servi à la conquête spatiale, avec l'épisode de Laika. Laika, on va en parler, effectivement. Les chiens qui ont servi lors des guerres, les chiens sacrifiés pour les expérimentations médicales. Et donc, au travers de ça, je voulais faire comme une espèce de fable qui radiographie le contemporain. Et donc, Falco, effectivement, en perdant le contact avec les humains, avec ses maîtres, gagne une espèce de pouvoir chamanique, un pouvoir de spiritisme. Et donc, c'est une grande odyssée. Ça pourrait, comme Guyotat, il y a tombeau pour 500 000 soldats, ça pourrait être tombeau pour les chiens. Tombeau, et il gagne cette espèce de voyance, et donc il est littéralement habité, visité par des entités qui ne sont pas n'importe lesquelles, puisque j'ai pris certaines séquences historiques, le Troisième Reich au travers de la figure de Blondie, les chiens de Marie-Antoinette, parce que je voulais traiter toute proportion gardée, avec modestie, la Révolution française. Et donc, à chaque fois, il y a d'une part une séquence narrative, puisque le livre, la fiction, s'achemine quand même vers une énigme dont on parlera peut-être, une espèce de dissipation de l'homme. Et en même temps, il y a des scansions où des chiens viennent le visiter et prennent possession de lui, comme dans les rituels de possession chamanique. Ouais, vous dites que ça aurait pu être le règne animal en général, mais pourquoi avoir choisi le chien ? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres animaux, le chien ? Mais c'est simplement parce que mon premier motif, c'était de revisiter donc une espèce de contre-histoire. Et ce sont les chiens qui ont été les plus proches de l'homme, puisqu'ils ont été domestiqués. Donc j'adore les chats, mais je vois mal quel chat ou quel... Bon, les chevaux, on aurait pu, à travers Napoléon, etc. Mais les chiens, il y a les chiens mythologiques, il y a... et donc plus, en raison de sa domestication, il était plus que tout autre proche et donc sacrifié au nom des intérêts du progrès humain. Comment fait-on pour écrire en jeu à la place d'un chien ? C'est quand même un exercice particulier, non, Véronique Bergen ? Vous êtes, vous êtes mis dans la tête d'un chien, non ? C'est compliqué. Comment vous avez fait ? Mais disons que moi j'adore essayer de m'incorporer des voix étrangères, faire parler des éléments. De toute façon, le romancier, quand je donne, je ne sais pas moi, la voix à Marilyn, la voix à Louis II de Bavière, je dois essayer de capter, donc sans importer ma propre voix, essayer de capter ce qui fait leur singularité. Et ici, oui, il y a peut-être, comme dirait Deleuze, un certain devenir chien, pour essayer non pas de mimer, mais d'essayer de ressentir de l'intérieur comment un quadrupède pourrait concevoir l'odyssée humaine, puisque je dresse aussi des listes de ce que les chiens trouvent complètement aberrant. Oui, ça c'est amusant d'ailleurs, effectivement. Oui. Et donc il y a un point de vue très relativiste aussi. Ouais, on l'a dit, une observation de l'homme, de l'être humain, donc à travers les yeux d'un chien. L'être humain n'en ressort pas vraiment grandi, on peut le dire comme ça, Véronique Bergen.
Hein, c'est tous nos travers quand même là, et pas les petits travers, c'est plutôt les grands travers. Il y a une certaine charge, mais enfin en même temps, quand je parle des chiens, surtout par rapport au final, quand il y a cette espèce de mystérieuse disparition des hommes, il y a quand même certains animaux qui présentent un syndrome de Stockholm, et donc des animaux qui sont nostalgiques du compagnonnage humain, et donc ce n'est pas non plus une charge à l'encontre de l'homme. C'est pas un roman misanthrope? Ou un peu quand même? Non, je pense pas. Non, pas du tout. En tout cas, mon but n'était pas là. Mon but était vraiment de revoir, par exemple, certaines séquences comme l'épisode de la Grèce, donc les émeutes de 2008, de revoir le Troisième Reich, comme j'ai dit, au travers d'un regard canin. Et donc, c'était plus davantage pour essayer de capter nos habitudes, nos séquences à partir d'une extériorité. Ouais, et donc il n'y a pas une charge au vitriol. Non, c'est pas non plus une descente en flammes de l'être humain, de tout ce qu'il a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez des manifestations contre l'austérité grecque. Ouais. Alors il y a ce fameux chien, Loukanikos. On va écouter parce que c'est une histoire assez particulière. Mais oui. Il ne fait pas de politique et n'est pas non plus un leader syndical. Il est pourtant en tête de cortège dès que les Athéniens battent le pavé. Son nom, Loukanikos, la saucisse en grec. Un chien errant sans peur et sans reproche, devenu depuis 5 ans le fidèle compagnon des protestataires de la capitale grecque. Toujours au milieu des affrontements et des fumigènes, l'animal n'a pas manqué d'attirer l'attention des photographes de presse du monde entier. Identifié par son poil blond et son collier, le très sérieux Time Magazine a fait de Loukanikos l'une de ses personnalités de l'année 2011, au même niveau que Kate Middleton. Voilà un chien qui a été élu personnalité de l'année par le Time, hein, Loukanikos, donc ce chien qui faisait partie de quasi toutes les manifestations anti-austérité en Grèce. C'est assez incroyable l'histoire de ce chien. C'est quoi? C'est un chien anticapitaliste? Ça existe, ça, Vernick Bergen? Mais apparemment, il y avait plusieurs chiens, ouais. Et donc le personnage de Loukanikos m'a fasciné parce qu'effectivement, il était en tête de ce mouvement d'opposition. Il avait un maître que j'ai d'ailleurs essayé de retrouver via quelques Grecs, dont Maria Kakotgianni, mais on n'a jamais retrouvé son maître. Et donc, c'était vraiment un chien, effectivement, qui avait une fibre politique, une fibre militante, et qui apparemment essayait même de prendre les grenades lacrymogènes ou de préserver les humains quand il y avait des affrontements trop violents avec les forces de l'ordre. Et donc là aussi, j'ai voulu faire une séquence qui fasse comme un récit autour de cette lutte acharnée de la Troïka par rapport à un pays qu'ils ont plongé dans un gouffre dont la Grèce ne sort pas. Donc c'était derrière le chien aussi, c'est lui d'ailleurs, Loukanikos, qui au fil de quelques discussions intérieures ne veut pas se rendre à un constat de condamnation de l'homme. Et c'est lui qui prononce cette phrase « Tous doivent être sauvés, aucun ». Parce que lors de réflexions intérieures, il se demande si à l'intérieur des écosystèmes, l'homme étant celui qui a déréglé la chose et presque condamné ou mis à mort l'ensemble du règne végétal, animal et minéral, il ne faudrait pas simplement l'éliminer. Et son diagnostic ou son bilan, c'est tous, mais il y a peut-être une ambiguïté dans le titre, c'est pas tous les hommes doivent être sauvés ou aucun, c'est tous les règnes doivent être sauvés ou aucun. Toutes les formes de vie sur la Terre doivent être sauvées ou aucun. Puisque dans ce roman, qui est une fiction, mais qui est quand même matinée effectivement d'échos de fables écologiques, j'ai voulu aussi questionner les diverses façons d'habiter la Terre. Comment habiter la Terre? Comment interagir avec ce qu'on appelle les non-humains et tous les autres règnes pour ne pas avoir cette espèce de désastre absolu. Donc il y a aussi effectivement comme un principe antispéciste à l'intérieur du roman. Et là, je ferai peut-être une petite parenthèse, parce que généralement, l'antispécisme est volontairement presque caricaturé, justement pour le débouter et pour le discréditer. Donc, c'est une position philosophique qui
qui n'infirme pas les différences entre les règnes. L'antispécisme ne va pas dire qu'il y a une égalité. Il reste des différences. C'est parfois comme ça qu'on le présente, l'antispécisme, de dire qu'il n'y a pas de différence entre le règne humain et le règne animal, par exemple. Ou entre une chenille, un cochon, un cheval et un homme. En réalité, non, il y a un principe d'égalité ontologique entre tous les êtres. Ça veut dire simplement qu'il y a effectivement d'énormes différences entre le végétal, donc les mammifères et l'homme, des différences de sensibilité, des différences de comportement, mais que ça ne donne pas pour autant à une espèce le droit d'exploiter les autres. C'est la hiérarchie entre les... C'est presque, je dirais, une extension des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aux autres règnes. Donc, ce que Latour parle en disant un parlement des choses. Donc, faire attention, composer avec eux, mais ça garde bien sûr l'idée de différence. Ce serait aberrant de... Vous êtes romancier à Véronique Bergen, mais vous êtes aussi philosophe, et ça s'entend, vous ne pouvez pas le cacher. Et pour revenir d'ailleurs à Loukanikos, dont on parlait il y a quelques minutes, il en est mort finalement d'avoir respiré trop de gaz lancés par les forces de l'ordre et de les avoir dispersés sur le côté de la route. Il en est mort de l'activité humaine, comme d'ailleurs la plupart des chiens dont vous parlez dans ce roman. Tous doivent être sauvés ou aucun. On fait une petite pause, Véronique Bergen, et on vous retrouve, on va parler de Laïka évidemment, juste après la pause. Merci. Jour première, François Heureux. Tous doivent être sauvés ou aucun, c'est le titre du nouveau roman de Véronique Bergen qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, paru aux éditions On Lit. On l'a dit, c'est l'histoire de Falco qui est votre narrateur, un Épagnol qui a été largué par ses maîtres au bord de la route, comme ça arrive assez régulièrement encore d'ailleurs, et qui, à partir de ce moment-là, va invoquer, va écouter, va entendre la voix de tous ces chiens célèbres de l'histoire. On a parlé de Loukanikos, qui était en tête des manifestations grecques contre l'austérité. Alors quand on parle de chiens célèbres, on pense tout de suite évidemment à Laïka, le premier être humain à avoir été envoyé dans l'espace par les soviétiques. C'est une histoire tragique, ça, celle de Laïka, Véronique Bergen. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. Ah oui, c'est terrible, d'autant plus que donc le processus était tel qu'on savait que Laïka n'allait jamais revenir. Donc c'était pour faire plaisir aussi, je ne sais même plus si c'est Khrouchtchev ou... Je pense que c'était Khrouchtchev. Je pense que c'était Khrouchtchev. Il n'y a pas de possibilité de retour. Non, c'est ça. Et pour la date de son anniversaire ou pour une date symbolique, on a dû activer cette propulsion du vaisseau spatial. Et donc dans cette espèce de précipitation, on a fait un vol qui devait normalement exploser en plein vol, mais il était un scientifique des années après a révélé que le vaisseau ne devait jamais revenir. Donc normalement Laïka devait être sacrifié comme autant d'autres chiens, et c'est pour ça que je l'ai pris effectivement comme personnage éponyme, en citant des choses assez troublantes aussi, les chiens qui étaient réquisitionnés dans les rues par exemple de Moscou, donc pour servir de cobaye pour la conquête spatiale. Des chiens errants qu'on prenait comme ça dans les rues. Qui subissaient des expérimentations. On a remarqué que généralement, 1 ou 2 jours avant leur envoi dans l'espace, ils prenaient la fuite. Bon, peut-être avec des complicités, mais comme s'ils sentaient qu'ils allaient être arrachés à la Terre et propulsés dans un ailleurs. Et on préférait prendre des chiens femelles aussi, apparemment, pour ces tests. Oui, parce qu'ils ne levaient pas la patte, et donc dans le système, la cabine en apesanteur, il y avait tout un système de harnais, de constriction, et donc les chiens mâles, c'était plus gênant, effectivement, en raison de leur... Parmi ces chiens sacrifiés, il y a aussi l'histoire des chiens de traîneau, évidemment. Alors, il y a ce théorème polaire, que je ne connaissais pas du tout, mais qu'un chien de traîneau tire son propre poids, et quand le traîneau s'allège, puisque voilà, on consomme les vivres qu'on transporte, et bien, finalement, on le sacrifie, ce chien qui ne sert plus à rien, entre guillemets, et on le donne à nourrir aux autres, c'est ça Oui, bien sûr. C'est quand même incroyable, cette histoire-là, Véronique Bergen. C'est vrai, c'est comme ça que ça a fonctionné. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, j'ai pris, comme exemple de chiens qui ont servi à la folie de la conquête des pôles Nord et Sud, les chiens de traîneau. Et il y avait chaque fois des querelles pour arriver le premier
au pôle Nord ou au pôle Sud. Et en Arctique, donc c'est Peary qui a émis ce théorème polaire. Et je donne voix à Peary en faisant de cette immensité arctique presque un analogone de Moby Dick, parce que c'était une véritable obsession par rapport au pôle Sud aussi. Là, ce sera un duel, mais vraiment à mort, entre Amundsen et Scott. Et les premières fois, quand les bateaux partaient, les capitaines cachaient à leurs hommes leur destination, parce qu'on savait très bien qu'au niveau humain, mais surtout au niveau des chiens, il allait y avoir une hécatombe au profit d'une gloire nationale, puisque l'enjeu était quand même un enjeu national. Quel pays allait le premier planter son fanon dans l'immensité arctique ou la blancheur de l'Antarctique? Et donc l'homme, pour sa gloire personnelle, a sacrifié toute une série comme ça de chiens, mais aussi d'autres animaux, évidemment, d'autres éléments du règne animal. C'est un des thèmes, et c'est d'ailleurs le thème principal, je crois qu'on peut le dire, de votre roman. Tous doivent être sauvés ou aucun, Véronique Bergen. On va s'écouter Alain Chamfort, si vous le voulez bien. Voici le titre Paradis. On vous retrouve juste après. Jour première, François Heureux. Tiens, c'est plutôt le paradis ou l'enfer, votre roman, Véronique Bergen? Tous doivent être sauvés ou aucun. Il y a un peu les allusions aux deux, mais il y a quand même une vision. Alors on l'a dit, il y a de l'optimisme, mais il y a quand même une vision un tout petit peu, j'ai envie de dire, enfin pas réactionnaire, mais militante, en réaction à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on voit autour de nous. C'est un roman un peu militant quand même, Véronique Bergen. Vous avez eu envie de faire passer des messages ? Mais je pense que les romanciers, enfin à l'heure actuelle ou dans ce roman-ci précisément, bien sûr, je ne peux pas être indifférente à ce qui se passe et à cette espèce de basculement de paradigme. Et la fiction est là aussi pour interroger ce qu'on a appelé l'anthropocène, la crise, le réchauffement climatique, la 6e extinction des espèces. Et donc j'ai essayé de malaxer ça dans une fiction, mais je pense effectivement qu'il y a pas un côté engagé et politique, mais enfin tout de même des messages. Au moins une interrogation, en tout cas. Interrogation. J'ai envie de vous lire un extrait que j'ai trouvé au début de votre roman, Véronique Bergen. Que l'on doive sacrifier des vies animales, humaines, en vue d'un exploit aux retombées fabuleuses, que l'on doive passer par le négatif afin d'accoucher du positif, entache à jamais le résultat de la souffrance qui a concouru à sa production. C'est une allusion, ça, aux expérimentations animales qu'on réalise encore aujourd'hui pour faire avancer la médecine et la santé humaine ? Oui, enfin, ça vaut aussi pour tout, ça vaudrait même pour les humains, c'est-à-dire que toute expérience qui se paie de la souffrance de quelque chose, le résultat est quand même fameusement biaisé. Donc ça va au-delà de l'expérimentation animale. Ouais. Mais c'est quand même une façon de dire que pour vous, les expérimentations animales, oui, ça vaut pas le coup. Très clairement, pour moi, c'est absolument... Oui. Même si c'est la seule manière de pouvoir guérir des cancers, par exemple. Je ne suis absolument pas scientifique, mais je m'informe comme on sait. Il semblerait qu'il existe des méthodes alternatives au travers de cellules souches et d'autres moyens qui permettent le progrès et la recherche sans passer par la souffrance animale. Alors une toute petite minute encore pour parler de votre style, Véronique Bergen, parce qu'il est très particulier dans ce roman. Est-ce que vous êtes lâché davantage ici que dans d'autres livres? Vous avez fait des essais stylistiques, parce que c'est très particulier. Oui. Enfin moi, partout, la langue est le matériau premier. Et donc moi, des romans qui ne prennent pas en charge toutes les possibilités de la langue, qui ne la déstructurent pas, j'aime faire un travail langagier, mais qui vient très naturellement, et donc il n'y a pas de recette. Ici, c'est simplement une explosion qui était concomitante avec le sujet. Mais pour moi, les romanciers que j'affectionne sont des romanciers comme Cixous, Guyotat ou les grands inventeurs de langue, ceux qui la revisitent de l'intérieur et qui lui donnent une liberté. Libérer les animaux, libérer les hommes, libérer la langue de ses carcans. Voilà, libération linguistique et stylistique à découvrir dans votre roman. Tous doivent être sauvés ou aucun, paru chez On Lit Édition. Merci beaucoup, Véronique Bergen.